Bienvenue dans le podcast qui explore l'âme des artistes à travers des entretiens et des pastilles culturelles. Je m'appelle Blanche Cabanel. Journaliste et créative, je multiplie les projets et les doutes existentiels. Ici, j'ai pour ambition de questionner la vie d'artiste et de percer à jour l'inspiration entre les affres de la création et les étincelles de génie. Alors, être artiste, qu'est-ce que ça veut dire ? Parlons-en avec mon invité du jour. Léonore Confino est autrice et dramaturge. Dès ses débuts, elle reçoit le Grand Prix du théâtre pour sa pièce intitulée Building, une satire du monde de l'entreprise. Sa plume inventive, moderne et incisive lui a valu 4 nominations aux Molières de l'autrice francophone. À travers ses textes, son écriture répond à une pulsion qui révèle les dysfonctionnements contemporains. Lorsque j'ai assisté à la représentation de Ring, sa première pièce de théâtre, j'ai été immédiatement convaincue que je serais spectatrice des suivantes et je n'ai jamais été déçue par sa vision et son analyse subtile du couple, de la famille et de la société dans laquelle nous vivons tant bien que mal. En tandem avec la metteuse en scène Catherine Chaube, elle aborde cette fois le thème du langage avec sa 10e pièce, Le village des sourds, dont les premières représentations ont eu lieu sur la scène du théâtre du Rond-Point à Paris. C'est au bar du théâtre que je l'ai retrouvée quelques minutes avant le début du spectacle pour parler de son processus de création et du théâtre. Dans quelques minutes, le spectacle que tu as écrit va se jouer sur scène. Oui. On est dans le bar du théâtre du Rond-Point. Et on s'est rencontrés dans une drôle de crèche parentale il y a à peu près 10 ans. Il y a 10 ans. Et ça pourrait faire l'objet d'une pièce d'ailleurs, non ? Ah, vraiment, les relations entre les parents, la façon de gérer des petits et la démesure avec laquelle... Mais nous, c'était une crèche qui était quand même hyper cool. On buvait beaucoup, les parents, tu vois. On faisait des réunions très tardives. On faisait des réunions très tardives. Il y avait ces fameuses réunions pédagogiques qui étaient quand même un sacré prétexte à boire. On s'est vus en surchaussures fluo. Ouais, avec des charlottes sur la tête. Ouais, Et tu te rappelles de ces serpillières pour nettoyer aussi toute la nourriture des enfants, la semoule. C'était un enfer. Ouais, on faisait des lessives et tout. Après, je suis allée dans une autre crèche qui était super, mais qui était peut-être moins drôle. Voilà. Bon, alors passons aux choses sérieuses quand même. Tu as écrit beaucoup sur les sujets, par exemple, du travail, de la famille, du couple et aujourd'hui du langage. Est-ce que tu trouves que le monde actuel manque un peu de poésie ? Oui, sacrément. Je trouve qu'en tout cas, on l'écrase, la poésie, on écrase l'imaginaire en permanence. J'ai l'impression que la poésie, elle peut se nicher avec le temps aussi, dans les recoins du temps. Et comme on est tout le temps dans un temps qui est séquencé, qui est fractionné, les émotions n'ont plus le temps de pousser. C'est-à-dire qu'on n'a même plus le temps d'être ému par une information qu'une autre la chasse. Et du coup, notre imaginaire, notre poésie ne peuvent absolument pas se développer dans ces conditions-là. Là, c'est l'objet un peu de ta dernière pièce. Oui, alors ma dernière pièce, donc, qui s'appelle Le village des sourds, ça raconte une utopie, parce que je trouve que c'est aussi important aux gens de leur présenter des utopies, des rêves. Donc là, on est vraiment dans un village polaire, avec une centaine d'habitants qui vivent totalement loin du monde de la consommation. Et le soir, il fait tellement froid, il me fait moins 40 degrés, qu'ils se retrouvent tous dans une sorte de yourte autour d'un grand feu. Ils se racontent des histoires toute la nuit. Et ils écaillent du poisson. Et voilà, il y a les vieux, il y a les bébés qui vivent ensemble, qui se transmettent des choses importantes. Et un jour, un marchand débarque et puis sur la place du village, il leur distribue à tous une sorte de catalogue, type Ikea ou La Redoute. Et voilà, et à l'intérieur de ce catalogue, il y a des objets dont ils n'ont jamais entendu parler, comme... des chaudières, des grille-pains, des fours micro-ondes, des cafetières. Et ils découvrent qu'au lieu de payer avec de l'argent, le marchand leur propose de payer avec des mots, avec leurs mots. Donc voilà, petit à petit, en fait, c'est assez insidieux, mais déjà, il y a l'avidité du catalogue qui s'installe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de catalogue avant. Donc finalement, c'est ça qui est le plus dangereux, c'est qu'ils ne pensent qu'à ça au bout d'un moment, puisque le camion noir du marchand revient tous les dimanches. Et puis, voilà, petit à petit, ils donnent leurs mots pour s'équiper. Donc, ils quittent la yourte centrale parce qu'ils ont des petits pavillons cubiques extrêmement fonctionnels. Et le lien, voilà, s'étiole. Et surtout, au bout d'un moment, voilà, ils ont plus de poésie en eux et plus de temps parce qu'ils sont obsédés par l'achat, et puis sacrifient leurs mots. La société de consommation, c'est un engagement, en fait, cette pièce. Oui, c'est un vrai engagement. En fait, c'est aussi l'autrice que je suis. C'est qu'à un moment donné...
Et là, j'ai écrit pendant 4 ans une série pour Canal+, qui finalement ne s'est pas faite. Et je me suis rendu compte que, au bout d'un moment, j'essayais de faire en sorte que mes pensées soient rentables, que mon imaginaire soit rentable. Il fallait que ça produise du scénario, que je produise des personnages, de la fiction, que ce soit efficace, qu'on me paye. Et voilà, tout ça pour payer mon crédit. Et tout d'un ce coup, podcast s'appelle Maudits artistes, justement. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque, ça, le côté Maudits artistes? Le côté Maudits artistes, ça m'évoque plein de choses. C'est beaucoup de travail finalement qui aboutit pas toujours. Ouais, c'est beaucoup, absolument. Je trouve que en fait le grand risque c'est l'enfermement mental. Hein. Moi j'ai connu ça là, vraiment très récemment. Là je me fais une période d'arrêt d'ailleurs devant moi pour être en jachère, pour relaisser germer les idées, les envies et les désirs. En fait ce qui est paradoxal, c'est souvent on commence nos métiers en étant extrêmement libre. Comme artiste, c'est-à-dire qu'on dit ce qu'on a envie de dire, personne ne nous aide, personne n'a envie de nous entendre. Donc c'est une période où on est maudit aussi, on se sent très seul. Et puis quand ça marche, quand on commence à être reconnu, voilà, les gens commencent à repérer un petit peu notre travail. Et là, on vous fait des commandes, on essaie de vous cadrer, on essaie de s'approprier en fait. Et c'est un autre type d'enfermement. C'est une autre façon d'être maudit, on se formate. Et voilà, donc moi j'essaie vraiment d'échapper à ça. En ce moment, j'essaie vraiment de retourner, après avoir justement fait des commandes un peu de séries, etc. J'essaie vraiment de retourner à la source de mon écriture et de ce que j'ai à raconter. Justement, si on a le temps, j'aimerais bien qu'on parle aussi un peu de l'inspiration. Mais je voulais d'abord te demander, à partir du moment où tu écris le premier mot d'un texte, jusqu'au moment où il est joué sur scène par les comédiens, quel est le moment que tu préfères ? Oh, c'est tellement dur comme question. Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus ? Alors moi, paradoxalement, mais tu vas me trouver cinglée, moi c'est la retouche que j'aime. Ouais. Non, mais je peux comprendre. Tu vois, c'est-à-dire qu'au début, j'ai l'idée, je doute, mais je la mets à l'épreuve. Il y a un premier jet qui commence à naître sur le papier. Et ce que j'adore, c'est quand toute la pièce est écrite et que je sens que c'est encore de la matière brute. Et là, j'entre dans chaque détail et je sculpte avec mon petit ciseau à bois. Et ça, c'est un moment que j'adore parce que je trouve que voilà, tout ce qui était de l'ordre de l'idée se transforme en émotion, en sentiment. C'est le moment où tu sublimes en fait l'idée. C'est le moment... Oui, en fait, c'est le moment où l'idée finalement disparaît au profit en général des personnages et de la narration et puis de l'inconscient aussi. C'est des moments où tout d'un coup, tu te rends compte, par exemple dans Village des sourds, je m'étais pas rendu compte que tout le champ lexical qui était autour du feu et du froid. Et je me rends compte que j'ai écrit vraiment cette pièce avec des sensations de froid, de chaleur, de loupiote, de feu qui s'éteignent, de souffle, de vent. Et voilà. Et donc, une fois tout d'un coup, on prend conscience de tout ce qui a été jeté inconsciemment, on l'affine, on fait des petits rappels. Et moi, j'adore ça. Là, j'ai vraiment l'impression de peindre à ce moment-là. Justement, dans quelle ambiance tu te mets, toi, pour écrire ? Est-ce que tu as un rituel, une mise en scène de l'espace de travail ? Non, alors... Moi, les résidences à la campagne m'angoissent horriblement. Dès qu'on me donne un espace vraiment avec du verre autour et des chandeliers, c'est horrible, il n'y a rien qui sort. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le bruit autour, les trains et tout ce qui est en mouvement. Je me rends compte vraiment que dès que je suis dans le métro, dans un train, les idées arrivent naturellement et très bizarre. Mais je te promets que c'est vrai. Quand je prends ma douche, donc parfois je fais aussi. Toi aussi. Quand je nage ou quand je prends ma douche, il y a un truc avec l'eau. Toi aussi. C'est fou ça. Et parfois même quand je vais faire pipi. Mais en tout cas, ouais. Et donc je peux avoir une nuit entière d'insomnie à m'arracher la tête sur un personnage ou sur une fin de réplique. Et quand la douche tombe sur moi, l'idée jaillit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est exactement la même expérience que je vis à chaque fois que je cherche une idée. Mais que se passe-t-il ? Mais il faut qu'on creuse. Il faut qu'on creuse avec cette idée. Il faut absolument qu'on creuse. Est-ce donc j'allais dire, qu'est-ce qui slave déclenche l'inspiration ? Alors, à part l'eau, est-ce que toi, l'idée vient tout de suite ou c'est une longue réflexion ? En général, c'est des révoltes assez intimes. Déjà, pour moi, l'écriture, elle est tout le temps traversée par la vie. Donc, c'est-à-dire que je peux absolument pas m'approprier un sujet que je trouve génial, mais qui est complètement extérieur à moi. Certains le font très bien, mais tu vois, écrire la biographie historique de quelqu'un
que j'ai jamais connu, c'est très difficile pour moi. Donc en général, j'écris, voilà, suite à une expérience building, ma première pièce sur le monde du travail, j'étais hôtesse, j'étais perchée sur des talons et j'écoutais le langage des actionnaires toute la journée à la porte-maillot. J'étais toujours au salon de l'actionnariat. Enfin, voilà, j'assistais à des conversations et à un jargon. Et voilà, l'inspiration est venue de cette rage d'être immobile dans mon tailleur avec mon rouge à lèvres. J'avais 24-25 ans. J'ai vécu ça aussi, hôtesse d'accueil. Mais en vrai, je pense qu'on a été tellement de filles à vivre ça. Et c'est une expérience dur de rester debout en talons toute la journée. Et puis c'est totalement régressif. Enfin, c'est-à-dire que par rapport au mouvement MeToo, par rapport à tous les mouvements d'émancipation féminine et féministe, il y a encore des hôtesses en tailleur sur des talons dans tous ces putains de salons. Et on ne comprend pas pourquoi on n'en sort pas. Donc il y a ça, le village des sourds. J'étais à la naissance de ma deuxième fille, j'ai eu des insomnies très très dures parce qu'elle dormait pas la nuit, c'est pas de sa faute. Et j'ai commencé à perdre mes mots par grappe entière. Et donc j'ai noté dans un petit carnet tous les mots que je voulais pas perdre. Et je m'étais juré que j'en ferais une pièce un jour. Donc pareil, j'étais traversée par moi, l'aphasie, le manque de langage. Mais dans un contexte que tu jugeais de surconsommation Oui, c'est-à-dire que j'étais obnubilée en fait. Quand j'ai eu mes enfants, j'étais quand même obnubilée par le fait de remplir mon frigo, de vivre, de bouffer. Voilà, et puis je faisais des listes de courses comme toutes les jeunes mamans et comme tous les jeunes papas, j'espère aujourd'hui. Mais oui, c'est-à-dire que je me voyais enfermée dans un présent perpétuel. Tu fais tes courses, voilà, tu manges, tu jettes. Puis... Est-ce que ça peut arriver que l'interprétation des comédiens ne soit pas du tout celle que tu imaginais quand tu as écrit ? Et qu'est-ce que ça fait ? Est-ce que tu as pu avoir une action là-dessus ou est-ce que tu dois complètement abandonner ton texte ? Non, en fait, c'est rare que ça arrive parce qu'on crée tout avec Catherine Chaube, quasiment la metteur en scène à laquelle je travaille. Et même quand je travaille avec d'autres metteurs en scène, je suis vraiment impliquée dans le processus de création. J'essaie d'être sympa en fait au début des répètes et comme ça après les metteurs en scène ne m'éjectent pas parce que je sais qu'il y a des auteurs qui disent tout de suite ce qu'ils pensent et du coup on les vire des répètes. Moi j'essaie de me faire ma place comme ça. Donc non, je me fais... je suis souvent impliquée dans le choix des comédiens et puis mais surtout en fait quand j'écris je pense pas aux comédiens, j'ai pas de fantasme. C'est quoi la spécificité de l'écriture pour le théâtre justement par rapport à d'autres formes d'écriture? Justement c'est qu'il va y avoir une autre dimension qui va intervenir, donc il y a des comédiens, des corps qui vont porter le texte et il va y avoir du sous-texte. Donc en fait pour moi l'écriture de dialogues théâtraux c'est de parvenir à en dire le moins possible pour que le sous-texte soit induit, mais que ce soit quand même clair pour les comédiens, qu'il y ait un chemin et qu'il y ait une direction à prendre. Mais c'est vraiment tenir compte de ces silences, de ces sous-textes, de ces ellipses qui laissent toute la place en fait aux comédiens. Voilà. Donc en général, typiquement pour le village des sourds, il y avait un texte de 50 pages, j'ai coupé 5 pages au plateau, puisque... il y a plein de choses qui n'avaient plus du tout besoin d'être dites. Elles étaient vécues par les comédiens. D'accord, c'est du retravail par la suite. Ouais, au plateau, en général, j'élague un quart du texte. Alors je sais que tu es habituée à voir tes textes publiés qui deviennent objets livres, mais est-ce que tu te rappelles de l'émotion que ça fait quand même d'avoir son texte qui est à la fois sur scène mais publié et imprimé quoi. Oui, c'est magnifique. C'est magnifique et puis c'est aussi justement l'impression qui correspond rarement à ce qu'il y a sur scène, puisque justement... Par exemple, Actes Sud Papier, ils éditent à chaque fois avant que le texte soit créé. Ça laisse une trace aussi qui est vraiment plus littéraire, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'on a voulu écrire en tant qu'auteur. Et après, la création s'en empare comme elle veut. Mais oui, je suis hyper émue de tenir ce bouquin. Ça me permet d'affronter la mort avec un peu plus de sérénité. Je me dis, je laisserai un petit bébé là. Voilà, un petit bébé de papier et que mes fils, ça leur fera plaisir aussi d'avoir ces petites traces, quoi. Oui, et alors on dit que l'écriture c'est souvent un dialogue avec soi-même. Est-ce que tu as l'impression que finalement c'est toi qui incarnes tous les personnages quand tu écris ? Est-ce que c'est toi-même à chaque fois ? Alors c'est moi-même, c'est mon entourage aussi, c'est des situations que j'observe. Oui, en général, les dialogues de théâtre, j'estime que c'est souvent un seul et même personnage et c'est des voix qui dialoguent c'est des voix en crise à l'intérieur de moi. Que j'ai besoin de réparer, donc je les mets en dialogue et tous ces antagonismes en général qui sont sur scène. Mais ça c'est vraiment ma quête dans mon travail, dans le Poisson Belge c'était le cas aussi, c'est-à-dire que le Poisson Belge c'est une grande monsieur et un petit fille qui se retrouvent sur un banc à Bruxelles et puis cette grande monsieur invite ce petit fille à venir vivre chez lui, elle, et puis en fait au bout d'un moment dans l'écriture je me suis rendu compte que c'était un seul et même personnage.
J'aime bien justement me poser des enquêtes aussi sur qui sont les personnages. Je mets des voix en présence et au bout d'un moment, souvent, je me rends compte que tiens, mais en fait, ils forment un seul et même personnage ou alors... C'est une enquête dans l'inconscient en fait. Exactement. En fait, moi, je ne pourrais pas du tout baliser un texte en disant c'est ça que j'ai envie de raconter, mon plan de travail, c'est ça, la fin se terminera comme ça. Je trouve que c'est trahir son inconscient. On est toujours plus grand que notre volonté. Et si on prend vraiment le temps de s'écouter, en général, il y a des hasards qui arrivent, qui surgissent de la poésie. Mais j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est... mais c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de mal avec l'écriture de séries. C'est qu'en fait, vous devez sans cesse justifier de ce que vous êtes en train de faire et où vous allez. Et en fait, je crois que c'est vraiment important de reprendre le chemin de la vie, c'est-à-dire de se laisser faire par des rencontres avec des personnages, de se laisser émouvoir et puis de voir où ça nous conduit. Tu en parles très bien de l'écriture et je sais que tu transmets aussi maintenant un peu. Dans quel contexte, en fait, ça se passe ? Alors, je transmets à des jeunes auteurs par les laboratoires du libre acteur, qui est une structure que j'aime beaucoup. Et souvent, c'est des comédiens qui décident d'écrire leur premier texte. Et j'aime bien les accompagner dans cette découverte. Donc ça, c'est un pan de mon travail. Après, j'interviens énormément dans des collèges, dans des lycées. Et en fait, je me rends compte que les élèves se dénigrent horriblement. Ils ont l'impression d'avoir rien à dire, de rien vivre. Parce qu'en fait, on les habitue tellement à cette idée qu'ils sont conformes au modèle ambiant qu'ils ne se rendent pas compte que leur situation familiale, que leur père qui est parti, c'est pas normal, que le fait d'avoir été mis dans un foyer pendant 1 an, c'est pas normal. Et donc, quand je les fais écrire et qu'ils lisent leur texte devant les autres élèves dans la classe, tous les élèves commencent à se rappeler aux aspérités, aux singularités des uns et des autres. Et c'est magnifique en général ce qui se produit. Parce que l'écriture, c'est vraiment un endroit inimitable. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas écrire comme un élève que je fais écrire. Je n'arrive pas à reproduire sa langue. Quand on les accompagne et qu'on les dirige un peu, on se rend compte en fait que chacun a une langue vraiment propre en fonction du vécu. Elle est tatouée en nous, dans notre inconscient. Et c'est fou, quoi. Ouais. C'est vraiment, moi, je reçois des textes parfois, je me dis, mais je serais incapable d'écrire ça. Et quand en plus, ils prononcent eux-mêmes leurs propres textes, ils sont traversés par leur petite pépite, quoi. Et dans ces établissements, avec ces jeunes, il y a une étincelle encore pour le théâtre. Tu sens que... Ouais, il y a une étincelle, mais il ne faut surtout pas l'éteindre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que les profs, maintenant, ils aillent voir les spectacles avant d'emmener les élèves, qu'ils se renseignent, qu'ils lisent bien les dossiers. Moi, le nombre d'élèves qui me disent « Madame, on a vu 3 spectacles, c'était tellement long, on n'a rien compris, c'était tellement... donc je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape, aller dans la jubilation, mais aussi respecter ce temps qui se déploie sur le plateau. Je pense qu'il ne faut pas non plus leur donner du pré-mâché tachycardique hyper rythmé. Il faut réussir à trouver il y a des textes, il y a des auteurs et des autrices merveilleux. Mais il faut avoir vraiment des profs qui se renseignent un peu avant, parce qu'on peut éteindre la passion du théâtre, mais en une sortie, ça peut être fini pour la vie, quoi. Ça peut être tellement long, le théâtre, quand c'est J'aimerais bien en savoir plus un peu sur ce que tu penses du milieu du théâtre, mais je ne sais pas si on a le temps. 20h16, qu'est-ce que tu en penses ? On a encore 5 minutes, tout va bien. On a encore 5 minutes ? Ouais, facile. Je voudrais bien que tu me décrives ta vision personnelle du milieu du théâtre pour les gens qui ne voient que le spectacle de l'autre côté de la scène, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà, c'est un milieu dans lequel je me sens bien, parce que comme il n'y a pas beaucoup de fric au théâtre, j'ai quand même affaire essentiellement à des passionnés. Enfin, c'est bien de le dire, parce que télévision, je ne rencontre pas les mêmes personnes du tout. Là, il y a vraiment des gens qui donnent leur vie au théâtre. Tu as travaillé un peu pour le cinéma aussi, non ? Aussi pour le cinéma, ouais. Et là, comment ça s'est passé ? Bon, là, j'ai été vraiment hyper bien accompagnée avec les bonnes personnes. Donc, je ne peux pas dire que je côtoie le milieu du cinéma. J'ai écrit un scénario, tu vois. Donc, j'étais avec des gens vraiment merveilleux, avec Épithète Film. Donc voilà, je peux pas dire que je peux pas te décrire le milieu du cinéma en général, mais je m'en méfie un peu, je reste un peu loin. Non, le théâtre, il y a cette fameuse frontière qui est pénible entre théâtre public, théâtre privé. Je trouve que le théâtre public, parfois, a tendance à peut-être pas assez se préoccuper justement du rapport au public, à la narration, à nous emmener vers des sujets extrêmement sombres parfois, sans se rendre compte que la vie des gens est déjà extrêmement lourde. En tout cas, je trouve que c'est vraiment important de réfléchir à l'état dans lequel on laisse les gens à la sortie d'un spectacle. Et je trouve intéressant que le théâtre joue son rôle aussi cathartique et de provoquer un élan chez le spectateur.
Les théâtres privés, théâtre privé, et s'il porte bien son nom, c'est dangereux parfois, c'est-à-dire qu'il y a l'enjeu du profit, il y a l'enjeu de faire de l'argent avec une pièce. Là, j'ai vu récemment un peu des pièces où il y avait une scène par minute. Il y a un truc qui est en train de se... Comme de se Netflixiser. Ouais, en fait, on se dit, tiens, on a peur que les gens s'ennuient. Et donc, je comprends très bien l'intention qui est de se dire, justement, on n'a pas envie que les gens s'ennuient au théâtre. Je trouve ça très louable. Le problème, c'est que les acteurs n'ont plus le temps d'être traversés par des états. On sait très bien que s'ils sortent et qu'ils enfilent une perruque et qu'ils reviennent avec un costume pour jouer autre chose ou jouer une situation 1 an plus tard, ils n'ont pas eu le temps de déposer leur état de la scène d'avant pour en emprunter un autre. Et moi, c'est tout ce que je viens chercher au théâtre, c'est de voir des acteurs qui se modifient sous mes yeux et qui sont gagnés par un état si puissant, si fort, que ça provoque chez moi un état similaire. Enfin, c'est vraiment la catharsis, en fait. Et je trouve qu'en oubliant cette catharsis, en nous faisant des montages cinéma cut, on a l'impression de voir un truc hyper bien ficelé, mais il nous en reste rien. On se souvient de rien. On se dit juste, tiens, c'est bien fait, prodigieux, il se change vite, il parle vite et l'histoire est rondement menée. Mais pour moi, c'est pas le rôle du théâtre de faire des histoires rondement menées. Ça manque encore de poésie, ouais. Ouais, on s'en fout. Ça manque d'interprétation des silences, justement, ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est se taire ensemble aussi, comme disait Maeterlinck, que c'est vraiment laisser jaillir quelque chose qu'on ne saisit jamais ailleurs, quoi. Et c'est oser ce vertige, oser le vertige du comédien, et puis c'est risqué une représentation théâtrale, donc jouissons de ce risque, on en a tellement peu des risques dans nos vies. C'est vrai, hein, on est tellement balisé. Pour un comédien, c'est vraiment l'espace le plus risqué, effectivement, oui. Mais à mon avis, où il y a le plus d'adrénaline, justement. Complètement. Et toi, tu étais comédienne avant. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit, bon, allez, c'est terminé, moi, je passe à autre chose. Pour quelle raison ? Alors moi, ça a été assez rapide. J'ai joué dans Building, ma première pièce. Alors, je jouais avant. Et vraiment, en jouant Building, je me suis rendu compte que j'avais 1000 fois plus de plaisir à être dans la salle et à la maison, en tout cas dans l'écriture, que sur le plateau. Et surtout, j'ai toujours eu un trac paralysant. C'est-à-dire que moi, mon trac ne s'en va pas, contrairement à mes copines ou à mes copains qui jouent sur le plateau. Et donc, eux, je les voyais s'éclater. Moi, je me disais, putain, on est scène 5. J'ai encore un trac paralysant. Je ne suis pas du tout sortie de cet état. Ouais, t'es pas à ta place à ce moment-là. Je suis pas à ma place, c'est horrible. Et je voyais ma meilleure amie, Myrène Pradier, qui est une superbe actrice, qui était sur le plateau avec moi dans Building. Et à la fin, au salut, je la voyais et elle saluait, elle était grande, elle était majestueuse et elle accueillait les applaudissements. Et moi, j'avais qu'une envie, c'était de disparaître dans l'ombre. Et voilà, je me suis dit que même sur mon ego n'était pas au bon endroit sur le plateau. Je ne me réparais de rien, je me faisais juste souffrir. Donc j'ai vite arrêté, quoi. C'est une bonne raison. C'est une bonne raison. Je crois que ça va bientôt commencer. Oui. Donc il faut qu'on se laisse comme ça. Mais on se retrouvera tout à l'heure sans le podcast. Avec joie, avec un bon verre de blanc. Et je sais que ça va être génial. Bah écoute, donc non, laisse-toi faire. Merde. Je prends. Merci Blanche. Ciao. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à l'évaluer, à le partager et à vous abonner à Maudits Artistes. Rejoignez-moi aussi sur le compte Instagram maudit.artiste au pluriel. À bientôt.